Bonjour à tous, bonjour Jacques, bonjour Maël. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Donc pour cet éclairage, Jacques, on va parler de choses qui n'ont été dites nulle part ailleurs. Donc on va évoquer la présidentielle américaine, mais parler de certaines choses qui sont cruciales, parce que les élections américaines sont cruciales aujourd'hui pour les États-Unis et pour le monde. Et comme toute élection américaine, elle a son lot de rebondissements. Et je crois que tu voulais notamment parler des certains rebondissements dans ces élections actuellement. Je ne sais pas si tu veux évoquer ça. Oui, c'est pas à proprement parler des révélations. C'est la partie qu'on a rendue sous l'eau, immergée de l'iceberg. Nous, on veut parler de l'ensemble de l'environnement dans lequel se déroule cette campagne. Alors, ce que nous allons dire, c'est que tout le Russiagate monté contre Trump a été une fraude volontairement organisée par des milieux du renseignement américain avec les milieux du renseignement britannique. Un gros canular. Non, j'aime pas le mot canular. Ouais. C'est une fraude très dangereuse pour, disons, la politique américaine, la politique mondiale, et c'est à prendre très au sérieux, bien que ça apparaisse parfois avec des méthodes amateurs. Donc, ce que je dirais, c'est que si on veut comprendre, il faut bien voir qu'on est devant trois crises majeures, celle du Covid, bien sûr, la pandémie, beaucoup plus grave, la catastrophe économique produite et engendrée par un système financier destructeur, et le risque de conflit mondial, le risque de guerre. Alors, évidemment, par rapport à cela, comment doit-on juger un candidat à une élection présidentielle américaine? Pas par rapport à la sympathie qu'on peut éprouver ou pas pour lui, pas par rapport à ce qu'on connaît de ses habitudes personnelles. Il faut juger par rapport à cet environnement. Et par rapport à cet environnement, évidemment, quel est le type de personne qui est candidat et ce que cela signifie. Or, on peut voir que ce milieu du renseignement anglo-américain a toujours voulu éliminer Trump dès sa candidature, dès 2015. Et il faut dire pourquoi. Ça, c'est ce que tu veux amener, en fait. Oui, John Radcliffe. Voilà. John Radcliffe, d'abord, les révélations du 6 octobre d'hier. D'accord. John Radcliffe, c'est le directeur de la Direction nationale du renseignement, le DNI, comme on dit aux États-Unis. Alors, il a déclassifié, rendu public, des documents concernant le Russiagate contre Trump. Ça a dû faire la première page de tous les journaux. Ça l'a fait un peu aux États-Unis, certainement pas en Europe, où on est dans la crainte de ce qui se passe et ce qu'on oserait dire par rapport à ce qui se passe là-bas. Alors, premier document, ce sont des notes de John Brennan, qui était alors le directeur de la CIA, et qui rencontre, ce qu'il a écrit lui-même à la main sur son papier, POTUS, c'est-à-dire le président des États-Unis, Obama. D'accord. Et dans cette rencontre, on lui fait valoir qu'il faut ouvrir une campagne contre l'influence des Russes dans les activités présidentielles de Trump, que c'est urgent de le faire, et que même si on diffame Trump, il faut y aller. Le deuxième document, c'est un document que la CIA envoie au FBI à la demande du FBI, dans lequel il est dit que Hillary Clinton, pour masquer le mauvais usage qu'elle a fait de son email, comme on dit, veut accuser Obama d'être impliqué dans ce Russiagate. Et à tout prix. Trump, tu veux dire. Trump, Oui. à tout prix dans ce Russiagate. À tout prix. À tout Il faut prix, c'est-à-dire l'impliquer. quitte à mentir. Sachant qu'on va mentir, ça Oui. va plus loin. Encore. On va créer un scandale. On va créer un scandale. Alors, c'est James Comey, qui a d'ailleurs dirigé le FBI, et Peter Strauss, S-T-R-Z-O-K, c'est un nom difficile à prononcer, qui a été chargé de l'enquête du sale boulot Oui. pour impliquer Trump. Alors, évidemment, cette enquête en cours fait qu'il y a doute, et on nomme sur le Russiagate Robert Mueller pour une enquête spéciale. Et on implique Robert Mueller dans son enquête en tant que procureur spécial pour une enquête sur le Russiagate. Ça, c'est le fameux procureur dont on a quand même pas mal parlé dans les médias. En France, ça, les gens... Tout le monde a parlé ont vu. dans les médias comme un Comme- honnête voilà. homme, un homme au-dessus des factions, c'est pas du tout vrai. De grande vertu. C'est pas du tout un homme de grande vertu. Il a dirigé le FBI de septembre 2001, Oui. ça dit quelque Après, chose, oui, oui. juste au moment pour couvrir ce qui aurait pu se passer avec le 11 septembre, jusqu'en 2013, Ouais. c'est-à-dire longtemps.
Et il est procureur spécial, donc de 2017 à 2019. Lui-même ne peut pas prouver l'implication de Trump. Il dit qu'il y a des doutes sur lesquels les Russes auraient fait quelque chose, mais que Trump soit impliqué, je ne peux pas le prouver. Son audition a fait un flop. Voilà. Alors, la suite, c'est que les démocrates veulent continuer à faire rebondir l'affaire. Oui. Alors, le 7 janvier 2017, il y a une réunion à la Maison-Blanche où Obama et ses principaux collaborateurs du renseignement, de la CIA et du FBI, disent il faut engager quelque chose, comment on va faire contre Trump pour pousser plus loin. Alors qu'en même temps, Adams, qui est le président du groupe, Adam Schiff, qui est président du groupe démocrate à la Chambre des représentants, engage des procédures pour la destitution, l'impeachment de Trump. Mais on vise Michael Flynn que Trump a nommé au Conseil national de sécurité. Il est visé pour deux raisons. D'abord parce qu'on veut toucher Trump à travers ça. Ensuite, parce que Flynn veut faire enquêter sur tous les abus et de tous les services de renseignement américains. Et ça, on ne veut pas. On veut absolument que les services de renseignement américains puissent continuer à opérer comme une sorte de groupe de pression permanent sur tous les présidents américains. C'est ça le but de l'opération. Alors, à ce moment-là, William Binet, qui est quelqu'un qui était le directeur technique du National Security Agency, l'agence des agences du renseignement américain. La fameuse NSA, plus connue sous ce nom-là. Voilà, NSA. Et Kurt Wiebe, qui a travaillé avec lui, disent... et qu'on a récemment reçu, que nos amis de l'Institut Schiller ont reçu à leur conférence. C'est nous qui avons révélé tout ce qu'ils avaient à dire. C'est ce que dit Binet, oui, justement. Binet le dit, William Binet le dit. Alors, qu'ont dit William Binet? Ils ont dit, voilà, en octobre 2001, nous sommes partis du NSA, moi-même et Wiebe. Pourquoi? Parce que on aurait dû réunir des éléments qui existaient, qui auraient permis d'empêcher le 11 septembre. Mais au NSA, on n'a pas pu ou pas voulu, il laisse planer l'ambiguïté sur cela, l'empêcher, parce qu'on a voulu concentrer des informations venues de tous côtés, où il les sélectionner en vue de prévenir des attentats terroristes. Alors ils avaient une opération qui s'appelait Thin Thread, dans laquelle on aurait passé au tamis toutes les informations venant, avec une méthodologie. Avec une méthodologie. Et en évitant de ramasser toutes les données de tous les citoyens. En évitant de ramasser toutes les données sur tout le monde. Voilà. Et en préservant, disons, la confidentialité du NSA. Le NSA n'aurait pas été voir, je ne sais pas, le portable, par exemple, de François Hollande ou de Angela Merkel, comme ils l'ont fait. Donc, en principe, ils n'auraient pas dû le faire. Donc, leur solution n'a pas été retenue. Donc, leur solution du Thin Thread de Tamis n'a pas été retenue. Donc, on a créé un autre système qui était un système de surveillance généralisée. Et Binet s'agite pendant toute cette période, malgré toutes les attaques dont il est l'objet, parce qu'on essaye de le faire taire, s'agite pour dire il y a là quelque chose de très dangereux pour la démocratie américaine, contraire à tous les principes de la démocratie américaine. Et Binet, c'est aussi celui qui s'est agité énormément sur la question du Russiagate pour prouver que, Binet, que le serveur n'a pas été hacké. Dit il y a dans l'affaire du Russiagate quelque chose qui, dès le départ, ne vise pas à charge ou à décharge, mais vise, comme dans la quête de Robert Mueller, à charge et à charge contre Trump. Donc, il dit il faut que cette affaire soit reconnue. Et à la demande de Trump, il rencontre pour cela Mike Pompeo, qui est l'actuel ministre, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères américain. Qui était directeur il dirigeait la CIA. Et il va le voir, et pendant 1 heure, il lui explique ce qui se passe. Pompeo ne fait rien. Ce qui montre bien que de l'intérieur de l'administration Trump, il y a des gens qui servent les services de renseignement, qui servent on les appelle les Five Eyes, les services de renseignement anglo-américains, des 5 pays qui sont associés à ces services, plus que la présidence américaine. Ils sont comme Kissinger, qui dirigeait à l'époque, lorsqu'il était en Angleterre, moi j'informe avant mes amis anglais, plutôt que mes amis américains, parce que mes amis anglais voient mieux et plus loin. Donc il y a une opération, là, qui est une opération de trahison vis-à-vis du système américain, tel qu'il existe. Et Pompeo, lui, n'intervient pas. Il faut bien voir qui est Pompeo. Pompeo
est quelqu'un qui est une sorte de religieux, il a un sentiment religieux dit évangéliste, complètement basé sur la répression du péché, la répression du mal, et il a pour ami Esper, qui était son ami à West Point, et qui est maintenant à la Défense. Oui. Donc les deux contrôlent les secteurs fondamentaux, affaires étrangères et défense, aux États-Unis. Et tous les deux sont pour une intervention de la politique américaine, pour maintenir sa puissance à tout prix, contre la Chine, contre la Russie, et même contre les pays européens. Est-ce que tu dominer. Ce que tu laisses entendre, c'est que Trump n'est pas totalement dans cette ligne et que c'est ça qui fait qu'il y a aujourd'hui... Alors, je laisse entendre exactement cela, parce que c'est Pompeo, c'est Esper, et c'est Christopher Wray du FBI. Donc, les trois. Alors, on me dira, mais ce que vous dites là est invraisemblable. Voilà, tous ces gens, vous dites qu'ils contrôlent un président, que le président ne peut rien faire. Revenons à une période où on peut très bien comprendre, un moment de l'histoire où on peut très bien comprendre. Kennedy. Kennedy, qui il a à la CIA? Alan Dulles. L'homme qui a participé à l'assassinat de Jean Moulin, disons-le franchement, parce qu'il est lié à Guylaine Bénouville, qui était lié à Hardy, c'est tout l'assassinat de Jean Moulin qui est en cause. C'est pas du tout une conspiration, Laure Adler elle-même l'a dit dans ses mémoires récemment. Donc, on voit bien qu'il y a Alan Dulles, qui est donc à la CIA. Et au FBI, c'est Hoover, quelqu'un qui conspire toujours contre Kennedy. Pourquoi? Parce que Kennedy veut faire une politique de paix, il essaye tout en ayant, dans la crise des missiles de Cuba, une attitude digne de défense des intérêts américains, mais il veut une politique de paix, et une politique de paix par le développement mutuel. Et ces gens-là, comme ils craignaient cela de Kennedy, ils le craignent de Trump. Et ils le craignent de Trump, pourquoi? Parce que Trump, au moment, a toujours condamné les opérations militaires à l'étranger. Même ici, Pierre Aski, dans l'Obs, reconnaît que Trump est quelqu'un pour qui il n'y a jamais eu de guerre à l'étranger. Tous les autres présidents américains ont mené des guerres à l'étranger. C'est d'une part. Et d'autre part, Trump est imprévisible pour eux. Il faut bien voir que les réseaux de Silicon Valley, les réseaux des GAFAM, veulent établir une situation où, avec les médias officiels et sous pression de réseaux sociaux manipulés, le président américain sera une sorte de marionnette. Donc Trump, Biden serait bien plus une marionnette que Trump. Je le dirai plus tard. Mais... D'accord. Parce qu'on va revenir au cas de Biden. D'accord. Justement, mais Trump, lui-même, est quelqu'un d'imprévisible. Vous avez vu son caractère, ses défauts, éventuellement ses qualités. C'est quelqu'un d'imprévisible. Il ne contrôle pas. Et ils en ont eu la confirmation le 7 septembre, pour Labor Day aux États-Unis, où Trump a dit « les militaires ne m'aiment pas, les financiers non plus, les soldats oui, parce que j'ai ramené la paix ». Et il a mis en cause quoi? Le lobby militaro-industriel que Eisenhower avait mis en cause en 1961 et qui s'en est pris à Kennedy en 1963. Donc, on a là une explication de la politique américaine, avec ses réseaux d'influence, un peu mold, le genre de groupe qui s'étend un peu partout et qui contrôle les choses. Ce qu'on peut appeler le gouvernement permanent. D'autres l'appellent l'État profond. Je n'aime pas beaucoup ce terme. Moi, je l'appellerais l'oligarchie financière anglo-américaine, avec tout son appareil idéologique et de renseignement. Faut être clair. C'est là où c'est quand même assez crucial, juste un peu pour résumer, par rapport à ce qui a été révélé là dernièrement, c'est que les tweets de Trump ont demandé la déclassification de ces éléments, et que là, ça montre bien... Il y a quelques heures seulement, ça. Oui, c'était hier... Et que donc Cracklife a déclassifié ce dont tu parlais. Oui, ce n'est qu'un début. Oui, c'est qu'un début, mais justement, ce que je veux dire par là, c'est que ça révèle vraiment que Hillary Clinton, Obama étaient au courant que tout cela était un montage qu'ils l'ont créé eux-mêmes. Donc ça crée un enjeu énorme au niveau des présidentielles, parce que comme on voit les sondages, les différents instituts de sondage dire telle ou telle tendance de vote, là on est vraiment dans un retournement. Alors il faut aller plus loin, parce que Richard Black, qui a été l'ancien responsable, disons, fiscal et juridique auprès des armées américaines. Du Pentagone, oui. C'est pas du Pentagone, c'est pas n'importe qui. Richard Black a déclaré qu'il pourrait y avoir un coup d'État militaire aux États-Unis. Parce qu'il y a eu des tas d'interventions de militaires, avec y compris ce Matisse que les Européens apprécient, y compris Powell qui a menti aux Nations Unies, et maintenant on sait qu'il avait fait... Tu veux dire des déclarations? Il y a des déclarations de ces gens-là, plus de colonels à leur retraite,
dirait l'autre, qui ont fait, en disant que si Trump ne partait pas du pouvoir, il faudrait faire un coup d'État militaire contre lui. S'il remettait en cause le résultat. Non, et disant que de toute façon, impliquant que de toute façon, Trump serait battu et résisterait. Qu'à ce moment-là, il faudrait amener les militaires. Alors les gens disent, oh, qu'est-ce que vous dites, c'est extraordinaire. Ça s'est produit dans l'histoire. Franklin Delano Roosevelt, lorsqu'il a été élu, a fait l'objet d'une opération militaire de pression contre lui. Et c'est un général qui était impliqué, mais qui a vu que c'était tout à fait contraire à la Constitution et à ses principes, qui a reculé, qui s'appelle Smedley Butler. Cet homme a dit, voilà, il y a un coup d'État contre vous, Roosevelt, et il a dénoncé. Donc c'est pas nouveau dans la politique américaine. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et c'est pas un peu ce qu'aurait insinué Nancy Pelosi, qui dirige la Chambre des représentants. Nancy Pelosi, elle, a déclaré qu'elle consultait avec les militaires pour voir ce qui s'est passé, pour assurer la continuité du gouvernement. Depuis que Trump est malade. Quand des termes galants, ces choses-là sont dites. Voilà. En des termes plus ou moins galants. Justifiant cela du fait que Trump soit aujourd'hui malade du Covid. En effet. Alors, évidemment, vous avez tous ces éléments. C'est intéressant que les révélations de Radcliffe se soient produites un 6 octobre. Oui. Parce que le 6 octobre 1986, donc il y a 34 ans, il y a eu un raid du FBI, alimenté par tous les services américains, contre Lyndon LaRouche. Et Lyndon LaRouche était attaqué. Il a fait l'objet d'un procès politique. Il a été condamné à 15 ans de prison. Il a pu n'en faire que 5, mais il a fait 15 ans de prison, à un âge déjà avancé, il avait presque 70 ans. Et Ramsey Clark, qui a été l'ancien ministre de la Justice de Johnson, et qui lui-même est l'auteur des lois sur les droits civiques, pour le vote des minorités, des Noirs, mais aussi des Portoricains. Donc, et qui après est parti de l'administration Johnson, quand il a vu que Johnson, il capitulait face à l'oligarchie. Donc il est parti. Mais il a dit, reprenant l'affaire LaRouche, il a dit, c'est le cas le plus étendu de fraude organisée par les autorités publiques contre un homme politique américain. Alors, pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, c'est que LaRouche avait dit, il faut attaquer Wall Street et la City, et avec le dirigeant, le président du Mexique, López Portillo, il avait dit qu'il faut faire éclater la bombe de la dette. Il y a eu une telle opération contre cela qu'on n'a pas pu le faire. Oui. Nous sommes là en octobre 1982. Et en 83, le 22 mars 83, c'est le discours de Reagan sur l'initiative de défense stratégique. Ce que LaRouche avait dit, il faut qu'ensemble, Russes et Américains fassent un armement d'armes anti-armes, faisant valoir des nouveaux principes physiques, avec des retombées dans l'économie civile massives. Et à ce moment-là, on désarmera le nucléaire. Donc clairement, là, il y avait une influence de LaRouche. Ces gens-là veulent maintenir une opération de tension permanente. C'est pour ça que LaRouche les gênait, à la fois sur le plan militaire et sur le plan financier. Complexe, comme disait Eisenhower, militaro-industriel. Il s'est trompé un peu. Moi, je dirais militaro-financier, avec une industrie à la botte, évidemment, du financier. Hélas. Et c'était Robert Mueller à l'époque qui avait lancé d'ailleurs et c'est Robert Mueller, le même. J'allais le dire, lui-même, qui était à l'époque, il était d'abord procureur du Massachusetts. Et après, il était à la division criminelle du FBI, déjà au FBI. Et c'est de là qu'il avait lancé toutes les opérations contre LaRouche. Donc, de ce point de vue, il y a une continuité, parce qu'on voit Robert Mueller contre LaRouche et Robert Mueller contre Trump, ce grand honnête homme, selon une grande partie de la presse française. Donc, et s'il n'a pas pu faire condamner Trump, alors qu'il a pu faire condamner LaRouche, c'est que vis-à-vis de Trump, il y avait un morceau plus dur à avaler. Et il y a une continuité. Et il y a une continuité. Il y a une continuité aussi du fait que, aujourd'hui, par exemple, c'est William Binet qui, dans France Soir, révèle que c'est quand même le mouvement de LaRouche qui l'a aidé à diffuser en fait les preuves qu'il a mises de l'avant. Ce qui est intéressant, c'est quand même intéressant. C'est intéressant ce que dit François et ce que dit après la presse française et ce que nous disons, c'est que ces révélations sont si importantes parce que, comme le dit un article dans Le Monde de Sylvie Kaufmann, et un autre article qui est publié l'interview de John Bolton dans le Parisien, tous deux disent ce qu'on craint, c'est que les États-Unis, des membres, sortent de l'OTAN. Vous savez que nous avons été toujours pour la sortie de l'OTAN, puisque l'OTAN n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus
de pacte de Varsovie, il n'y a plus d'ennemis. Sauf à considérer la Chine et la Russie d'aujourd'hui comme des ennemis. Et l'OTAN comme une arme qu'on peut manipuler pour tenir les Européens. Et c'est pratiquement ce que dit Bolton. Alors, ça va plus loin encore, parce que derrière cela, il y a l'aspect britannique. Et les Britanniques ont besoin de l'OTAN pour tenir l'Europe. Les Britanniques alliés aux Américains, anglo-américains. Alors, il y a un conflit stratégique anglo-américain pendant la Deuxième Guerre mondiale, même un penseur français, un commentateur français, Jean-Baptiste Durossel, l'a dit, mais on sait que ce conflit, c'était sur la base que Churchill et les Anglais voulaient garder l'Empire, une politique impériale pour une oligarchie, et que Roosevelt voulait une politique de développement mutuel, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, et un Bretton Woods le permettant. Ça ne s'est pas fait, parce que le Bretton Woods et les Nations Unies ont été dénaturés après la présidence de Truman, qui a cédé au milieu de l'oligarchie. Bref, c'est ceci. Maintenant, on peut bien voir l'aspect britannique, parce qu'il y a le fameux article du Guardian anglais, les Anglais parlent toujours un peu trop de ce qu'ils font, du 13 avril 2017, qui dit les services secrets britanniques ont été les premiers à pointer du doigt les liens de l'équipe de Trump avec la Russie. Et, ajoute le Guardian, c'est le type de façon dont s'expriment les Britanniques, à aucun moment le GHCQ, c'est-à-dire les services anglais, n'a eu l'intention de lancer une opération contre Trump ou son équipe, ou de faire une recherche proactive d'informations. Les écoutes sont arrivées par hasard. Donc le hasard fait bien les choses. Ça, c'est ce que dit François, là, parce que pour les internautes, c'est là l'article. C'est ce qui a été dit, c'est nous qui l'avons dit. François reprend des choses que nous avons dit. Voilà, ils reprennent des choses que nous avons dites, c'est un article récent. Maintenant, on sait qui a concocté ce dossier, c'est quelqu'un qui s'appelle Christopher Steele. Et ce Christopher Steele est un collaborateur douteux, on ne va même pas mentionner le nom, ça perd du temps. Christopher Steele a monté ce dossier de toutes pièces. Et cela a été prouvé. C'est aux États-Unis, on le sait. Personne ne l'explique en France, parce que tout le monde craint cette pression des services américains et anglais. Pourquoi François Hollande, pourquoi Angela Merkel n'ont pas protesté davantage lorsqu'on a hacké, comme on dit, leur portable. Téléphone. Bon. Alors, l'oligarchie financière est bel et bien de tradition britannique. Et aujourd'hui, elle s'appuie sur ce qu'on peut appeler, alors, certains l'appellent de cette façon, un capitalisme de surveillance. Moi, je ne l'appelle pas un capitalisme de surveillance, je l'appelle un post-capitalisme de surveillance. C'est-à-dire un type d'État où vous aurez une dictature financière et une surveillance généralisée, avec les GAFAM. Et l'alliance de ces deux contrôlera la bourse par les algorithmes et contrôlera la façon de penser des gens à travers l'idéologie véhiculée par les grands médias. Et c'est pour protéger un système financier devenu incapable d'assurer un futur au monde. Donc ça, c'est ce qui est derrière l'élection américaine. Alors vous me direz... Et Biden. Et Biden. Alors Biden est certainement, je vais essayer d'être poli, beaucoup plus malléable que Trump. Il a voté pour toutes les guerres et initiatives militaires américaines. Il a été sénateur de quel État ? Entre 1972 et 2008. On peut dire qu'il ne savait pas. Ça fait quand même 36 ans. Il a été sénateur de l'État du Delaware, qui est le paradis fiscal le plus trouble des États-Unis. Et un des paradis fiscaux du monde, associé aux paradis fiscaux de la couronne britannique, comme les Bahamas, les îles Vierges, etc. Ou Jersey. Oui, aussi. Dans ce système-là, le Luxembourg n'est qu'un associé mineur. Mais on a tout ce système-là, et pas aussi conscient d'exercer ce pouvoir des paradis fiscaux avec la City et Wall Street. Donc, Biden est au beau milieu de ça. Je rappelle que Nicolas Jackson a attaqué ce monde-là en disant que dans ce monde-là, c'était les hommes qui ont volé le monde. Oui. L'île au trésor, les hommes qui ont volé le monde. C'est comme ça s'appelle ce titre en anglais. Donc c'est un fait établi, même des Britanniques en ont parlé. Ils ont parfois plus de courage contre leurs propres autorités que nous autres Européens continentaux, il faut le dire, franchement. On a plus d'admiration pour Nicolas Jackson que pour n'importe quel faux intellectuel parisien. Qui font un rapport... Donc voilà. Alors,
évidemment, dans tout cela, il y a l'affaire Hunter Biden, le fils de Biden, qui est pris les mains dans le sac, les doigts dans la confiture, dans une affaire de détournement, de népotisme et de conflit d'intérêts. En Ukraine. Mais auparavant, avec des firmes chinoises corrompues. Il faut dire les choses comme elles sont. Et en Ukraine, avec l'administration de Burisma. Burisma, c'est la firme ukrainienne dans laquelle il était impliqué. Il a servi pendant 5 ans. Alors tout le monde savait que Burisma était une firme, pour le moins, pourrie, sur les différents gouvernements ukrainiens. Et évidemment, on a dit Biden n'était pour rien dans les mauvaises aventures de son fils. Il ne pouvait pas savoir. Mais si, on sait qu'il savait, puisqu'on sait qu'il est intervenu pour arrêter le procureur, soi-disant corrompu, qui enquêtait sur son fils. Alors évidemment, Biden dira oui, mais moi je ne savais pas, j'attaquais la corruption. C'est ça. Son fils aussi, Hunter Biden, d'ailleurs, était en Ukraine pour attaquer la corruption. Donc vous voyez qu'en attaquant la corruption, il est plus corrompu que ceux qui l'appliquent. Mais bon, ça c'est une des choses dans lesquelles il faut comprendre la mafia qui exerce le pouvoir dans le monde, qui est à la fois une mafia financière, criminelle. On a parlé de formes hybrides de domination, où les politiques, les financiers et les mafieux forment une seule et même... un seul et même groupe qui n'est pas exactement, si on le prend un à un, la même chose, mais qui soutiennent les uns les autres. Ce que tu veux nous dire, c'est que Trump n'est certainement pas un ange, mais c'est certainement un moindre mal par rapport à ce que tu décris. C'est ce que je veux dire, et en plus, Biden était très fortement impliqué dans l'abolition du Glass-Steagall en 1999. En plus, donc d'accord. La fin de la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires sous Clinton aux États-Unis. Voilà. C'est l'abolition de cette séparation qui permet de contrôler les pires dévoiements financiers. Il y en avait déjà avant, mais là, c'est open bar pour exploiter le peuple. C'est cohérent avec le Delaware en même temps. C'est très cohérent avec le Delaware, c'est bien ce que je voulais dire. Donc, la conclusion, c'est qu'on ne doit pas élire Biden. Il est sous le contrôle direct de l'idéologie et des forces de l'oligarchie financière. Alors, qui est Trump? Pourquoi je dis c'est un moindre mal? Il est imprévisible, c'est une qualité, aujourd'hui. Et d'autre part, il n'a lancé aucune guerre depuis qu'il est président des États-Unis. Et il a dit à plusieurs reprises qu'il voulait une politique d'entente avec Poutine et au départ son ami Xi Jinping. Certes, maintenant il attaque la Chine, c'est à mon avis la manière dont il fait une erreur grave, et ils seront vulnérables à cause de ça, mais ils pensent que ça peut aider démagogiquement à le faire élire aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que Trump est parfait, loin de là. Ça veut dire que Trump, par rapport à Biden, et si on compare à Biden, est un moindre mal. Est un moindre mal parce que quelque part, il n'est pas non plus... On ne peut pas dire qu'il y ait à son agenda une relance économique et sociale absolument magistrale aux États-Unis. Il a dit... Dans ce qu'il a fait concrètement, il y a ce qu'il n'a pas fait, il y a ce qu'il a fait. Tout un débat pour verser 1200 milliards, 1500 milliards, Trump... Entre les démocrates 2200 milliards, les démocrates. Pourquoi les démocrates veulent 2200 milliards? Parce qu'ils veulent continuer à nourrir l'Obamacare. Alors là, les deux ont tort, à mon sens. Il faut Medicare pour tous, c'est-à-dire une formule comme celle de la sécurité sociale ici. Ça coûte très cher, la médecine et l'hôpital aux États-Unis. Il faut sortir de ça. Et c'est là qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce que veut Trump. Mais il ne faut pas aller dans le sens que veut Biden non plus. Oui, là-dessus, on avait renseigné très tôt, d'ailleurs, sur la réalité de ce qu'était la réforme de la santé d'Obama. Oui, qui favorisait les sociétés d'assurance, très clairement, et le milieu de la grande banque. Donc, voilà. Alors, il ne faut pas dire que Trump est une cause bonne, juste en soi. C'est après que ça se décidera. Et après... c'est la pression que nos amis américains et nous-mêmes dans le monde pourront mettre sur la nouvelle administration Trump. Et on verra si Trump est fait à tomber du côté de ce lobby militaro-financier qui mettra la pression sur lui, ou s'il est prêt à se battre pour la cause d'un monde de développement mutuel et pour un nouvel ordre économique et financier mondial. Ce pourquoi la Rouge s'est battue toute sa vie. Alors je dirais que Trump, si il veut laisser un souvenir dans le monde qui n'est pas celui qu'on caricature dans la presse européenne et américaine, s'il veut laisser un souvenir différent dans le monde, il doit, élever sa façon de penser et de faire,
et appliquer ce que Larouche, pour laquelle s'est toujours battu. Il était pour une politique de développement mutuel dans le monde, toujours, et c'est la politique de Roosevelt, et c'était ce que Roosevelt et de Gaulle ont de semblable. Servir la cause des pays qui ne sont pas développés, par le progrès pour tous, avec un développement mutuel, et penser à la cause de l'homme que doit servir nécessairement la nation dans laquelle on se trouve. Et c'est la seule issue. Ça, c'est essentiel. C'est la seule issue pour éviter celle de la guerre aujourd'hui. C'est la seule issue, en effet, pour éviter la guerre, et pour faire en sorte que la rencontre que nous préconisons entre les 5 membres du Conseil de sécurité, et qu'avait proposé Poutine, ait un sens. C'est d'aller dans le sens de cette politique-là. Et c'est là que les gens doivent bien comprendre quelle est, de ce point de vue, essentiellement, notre position. Et ça suppose que l'on serve non pas une décroissance ou une finance verte, mais qu'on serve une croissance réelle. Moi je le dis, et les gens me regardent en disant « mais c'est étrange ce que vous dites », on est déjà en situation de décroissance de l'économie physique réelle. Ça aujourd'hui plus que tout. Ce qui croît, c'est les produits intérieurs bruts avec la part financière et commerciale. Mais ça c'est visible encore en plus avec le Covid. Mais... C'est visible avec le Covid, avec sûr. La crise sanitaire. Ouais. C'est pour ça que notre politique, c'est que nous défendons avec nos amis américains, c'est de recréer 1,5 milliard d'emplois dans le monde. On dirait c'est fou. Et en France, de recréer 5 millions d'emplois en dépensant 100 milliards chaque année. On dit, mais c'est fou. On me disait, la campagne présidentielle, 100 milliards, vous ne comptez pas, c'est terrible. Ou un pognon dingue, aurait dit quelqu'un. Mais aujourd'hui, ça valse, hein. Oui. C'est 100 milliards, 200 milliards, 750 milliards, 1350 milliards en Europe. Et la Réserve fédérale américaine est passée de 3 750 milliards à plus de 7 000 milliards, bientôt 10 000 milliards. En Europe, pareil, la Banque centrale européenne. Pour qui ? Pas pour les PME, pas pour les patrons producteurs, pas pour le peuple, pas pour les travailleurs, mais pour cette classe restreinte qui exerce le pouvoir, qui est l'oligarchie militaro-financière aujourd'hui. Et c'est cela que l'on doit combattre, profitant d'une élection de Trump, dans la mesure où elle est imprévisible et difficilement contrôlable. Alors, ça paraît, pour beaucoup, bizarre, je sais, pour beaucoup qui pensent en termes de justice, en termes de droit et en termes d'avenir. Mais ils doivent considérer tout ce que j'ai dit aujourd'hui, et d'où viennent les ennemis, qui sont les ennemis de Trump, et quel est le potentiel éventuel, si on met la pression nécessaire, pour avoir une politique de Trump qui devienne positive. Je l'ai dit au début, Trump a demandé la déclassification de tous les documents concernant le Russiagate. Ça ouvre le jeu, mais ça ne le définit pas. Oui. La partie peut commencer de manière, je dirais, équitable, juste. Après, il faut un projet. Et après, il faut taper dans le ballon. Ouais. Sachez qu'en tout cas, sur le site internet, toutes ces choses dont Jacques a parlé, on va le mettre sur notre chronique stratégique. On l'a déjà mis. On l'a déjà mis. Une grande partie, en fait, est déjà dans notre chronique stratégique, mais d'autres choses sortiront par la suite. Donc, si vous voulez suivre tout cela, évidemment, il faut vous abonner à cette chronique stratégique sur notre site. Et on est un mouvement d'action, donc on a aussi plusieurs autres moyens. Je ne sais pas si, Jacques, tu veux dire un dernier mot avant que je n'aborde la question du Discord, puisqu'on a... Oui, que nous rentrons dans un monde où ça va secouer pendant les prochains mois. Les turbulences seront fortes, mais c'est pas comme dans un avion, vous pouvez participer au pilotage. D'abord en devenant intelligent, avec l'intelligence des choses qui se passent, et ce qu'elle risque de vous faire à vous, à nous tous, mais à vous en particulier qui écoutez, et en considérant que cette intelligence des choses doit nécessairement vous pousser à l'action, et que par l'action, vous aurez encore plus d'intelligence des choses, et beaucoup plus honnête, et beaucoup plus au service de la justice, parce que vous aurez à convaincre et à persuader, et c'est en convaincre et en persuadant qu'on se lève soi-même, et qu'on enrichit la feuille de route qu'on a prise et à laquelle on s'est décidé. Bien, pour former justement des jeunes pilotes et des nouveaux pilotes, on a notre Discord Solidarité et Progrès qui vient d'être créé, qui est une plateforme, un serveur qui est ouvert 24 heures sur 24, dans lequel des jeunes et des moins jeunes, je sais que c'est surtout utilisé par des jeunes, peuvent discuter, aborder des choses, notamment sur cette politique internationale, mais aussi la politique française, discuter avec nos militants. Donc inscrivez-vous, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Et évidemment, on vous donne rendez-vous pour les prochains éclairages avec Jacques. Pour vous mettre à l'action aussi. Merci à vous. Merci Jacques. Et un mot de la fin. Merci. Oui, un dernier mot de la fin. Un dernier mot de la fin, ce que disait Baudin, les 6 livres de la République, il disait « D'abord, il n'est richesse que d'homme ».
C'est-à-dire, il faut se battre pour que chacun puisse développer au plus haut sa capacité de servir le monde et servir les autres et de créer. Et enfin, il disait, un bon gouvernement est fait accord de discord. C'est-à-dire, vous avez discord qui est là pour faire cet accord et pour faire une politique qui empêche le pire dans le monde et qui permette de réaliser le meilleur. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on aura le premier débat aura lieu le 16 octobre à 20h30 sur la fraude du malthusianisme. Donc si vous voulez voir et écouter et participer, c'est vendredi 16 octobre à 20h30 et vous aurez le lien dans la description vidéo. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci.